Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One expérience client de Biarritz. Nous sommes le 24 mai, au sommaire cette semaine, 4 articles. Déflation, les prix baissent en grande surface pour la première fois depuis 2021, à lire sur BFM Business. Commerce en France, ralentissement des investissements au premier trimestre 2024, à lire sur Fashion United. Les principales tendances qui vont impacter le commerce en 2024, à lire sur e-commerce mag. Avec l'IA générative, une nouvelle génération de search débarque dans l'e-commerce, à lire sur le JDN. Et enfin, franchise internationale e-commerce, la feuille de route de Bricorama, Bricomarché et Bricocash, à lire sur République Retail. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Déflation, les prix baissent en grande surface pour la première fois depuis 2021, à lire sur bfmtv.com en date du 23 mai. L'inflation dans la grande distribution a été négative sur un an, en mai, moins 0,1%, une première depuis 30 mois. La baisse mensuelle des prix se confirme, même si elle reste peu visible par les consommateurs. La page est tournée et une nouvelle période s'est peut-être ouverte en mai, celle de la déflation. Après plus de 2 ans de forte hausse des prix en grande distribution, ils viennent cette fois globalement baisser, une première depuis le mois de novembre 2021, selon Circana. Alors que l'inflation sur un an avait été très fortement baissée, pour s'établir à 0,5% en avril, les prix ont cette fois pris le chemin inverse avec une baisse moyenne de 0,1%. Pour rappel, il y a un an, sur le même mois, la hausse atteignait les 16%. Si la baisse est timide, elle est bien plus marquée dans les catégories d'hygiène, avec une baisse constatée de 2,4% des prix par Circana. Si on entre dans le détail des produits, on a par exemple les soins pour hommes en forte baisse sur un an, moins 8,7%, les gels douche, moins 5,5%, et les produits de toilette intime, moins 4,6%. Les produits alimentaires sont aussi concernés avec un repli sensible dans les frais non laitiers, moins 0,9%, les surgelés, moins 0,4%. On peut notamment citer le jambon de volaille qui a baissé de 5,8% en mai, ou encore les desserts et pâtes surgelées en repli de 4,2%. À rebours des négociations commerciales, une déflation sur un an qui était attendue et qu'il faut cependant relativiser. Elle est la conséquence de la baisse des prix mensuels mesurés par Circana depuis septembre dernier déjà. Comme on peut le voir sur le graphique, le mois de mai est le 9e mois consécutif de baisse des prix. Pour autant, ces baisses mensuelles ont tendance à diminuer en intensité. De moins 0,6 en septembre 2023, on est tombé à moins 0,2 sur le mois de mai. Pas de nature à produire des effets spectaculaires de baisse en rayon. De plus, l'inflation sur 2 ans reste à un niveau relativement élevé. Les prix moyens dans les grandes surfaces sont plus hauts de 15,9% en mai 2024 par rapport au même mois de l'année 2022. Néanmoins, cette baisse des prix reste une bonne et surprenante nouvelle car à l'issue des négociations commerciales qui se sont achevées en janvier dernier, les industriels avaient réussi à obtenir auprès des distributeurs des hausses de tarifs, légères certes car limitées à 1% selon l'Observatoire de la négociation commerciale contre 4,5% réclamés. Mais la déflation n'était pour autant pas à l'ordre du jour. Si les prix ont tout de même poursuivi leur baisse, c'est que la pression concurrentielle s'est accrue entre les distributeurs qui ont pris sur leur marge pour faire baisser les prix dans un contexte de baisse des volumes d'achat, moins 2,4% encore en 2024. Les magasins sont prêts à faire des efforts pour attirer et fidéliser les clients.
Commerce en France, ralentissement des investissements au premier trimestre 2024, à lire sur fashionunited.fr en date du 23 mai. La situation difficile que traverse le secteur du retail rend les investisseurs assez frileux. Au premier trimestre de l'année 2024, les investissements dans les commerces ont considérablement diminué et les prévisions pour le reste de l'année ne sont pas encourageantes. Alors que le secteur du retail traverse une situation difficile, les investisseurs se montrent de plus en plus réticents à l'idée de développer des projets dans le commerce. Au premier trimestre de l'année 2024, 400 millions d'euros ont été investis dans les commerces physiques, selon les chiffres partagés par Cushman & Wakefield, spécialiste de l'immobilier professionnel. Un volume important qui est pourtant en baisse par rapport à 2023, moins 70%, et aux moyennes historiques, moins 53% sur 5 ans. Ce dernier trimestre fait suite à 2 débuts d'année relativement importants, à plus de 1,3 milliard d'euros, et s'inscrit dans la tendance des derniers mois. Pour expliquer cette baisse significative des investissements dans le commerce, Cushman & Wakefield évoque un point majeur, celui des grands volumes, supérieurs à 100 millions d'euros, enregistrés en 2023. Au premier trimestre 2024, seule une transaction ayant atteint un tel volume a été enregistrée. Il s'agit de l'acquisition du centre commercial au Paris Nord par Klépierre et Sofidy auprès d'Amerson. Situé à Aulnay-sous-Bois, le centre commercial au Paris Nord compte plus de 210 boutiques, dont de nombreuses enseignes telles qu'Adidas, Bershka, Célio et Chaussea. Le reste des transactions enregistrées au premier trimestre 2024 dans les commerces étaient en dessous de la barre des 50 millions d'euros. Contexte général du marché de l'investissement. Selon les données partagées par Cushman & Wakefield, le marché de l'investissement vient enregistrer sa plus mauvaise performance depuis 2009. Au premier trimestre 2024, il enregistre donc un recul d'environ 55% sur 12 mois. Le volume des signatures enregistrées sur les 3 premiers mois de 2024 ferait en effet le reflet de l'état d'esprit des acteurs dès l'automne 2024. Durant cette période, le marché était paralysé suite au désaccord entre acquéreurs et vendeurs au sujet de la réévaluation des prix. Dans un contexte de ralentissement généralisé de l'activité, le segment des commerces maintient sa part de marché à un quart des volumes investis en immobilier banalisé. Cushman & Wakefield estime que le deuxième semestre de l'année 2024 sera décisif pour déterminer si une potentielle reprise des volumes et un retour des investisseurs internationaux sur le marché français sont envisageables. Les principales tendances qui vont impacter le commerce en 2024, à lire sur e-commercemag.fr en date du 22 mai. L'agence créative VML publie un rapport annuel dévoilant les grandes tendances du commerce en 2024. Selon les experts commerce et technologie, le retail média, l'IA et les QR codes ou encore la disparition de l'argent liquide sont les principaux éléments mis en avant. Les experts commerce et technologie de l'agence créative VML ont publié leur rapport annuel des principales tendances qui vont impacter le secteur du commerce en 2024 et à l'avenir. L'avènement du creative commerce, l'influence de l'IA et la porosité entre canaux de communication et canaux de vente sont les éléments majeurs mis en avant dans ce rapport. Les experts rappellent que l'année 2024 connaît de nombreuses fermetures d'enseignes physiques et une explosion de nouvelles technologies. Les marques du retail cherchent ainsi divers moyens de suivre ce rythme afin de s'adapter aux changements d'habitude de leurs consommateurs. La créativité devient un impératif du retail média. La montée du retail média, le rôle croissant de l'influence et de la data et l'exigence d'une expérience shopping mémorable ou encore l'incursion des marques de luxe dans ces mondes numériques, le paysage du commerce est en pleine révolution. Beth Anne
Kaminkov, directrice mondiale de l'expertise commerce chez VML, détaille: l'avenir ne portera plus sur le retail média en tant que vecteur, mais sur la manière dont il est utilisé pour engager les acheteurs. C'est là que le creative commerce entre en jeu, des idées qui inspirent la conversion indépendamment du canal. Le retail média est puissant car il est au plus proche de la conversion et beaucoup plus ciblé, mais pour percer et convertir, une approche créative est désormais impérative. D'un canal à l'autre, les consommateurs cherchent l'innovation et la surprise dans leur expérience d'achat. Selon Maud Ferry-Vilzek, partenaire commerce chez VML France, la clé du succès est pour les marques de réussir à identifier et créer ces moments d'achat mémorables au sein de parcours non linéaires. L'achat en ligne implique de naviguer dans un réseau de connexions qui génère de nouvelles idées, suggestions et recommandations. La révolution des QR codes et l'influence de l'IA se poursuivent. Depuis la pandémie du Covid, les QR codes ont fait leur réapparition dans de nombreux secteurs. Ils servent de passerelle vers des expériences immersives, vers des applications intégrées de l'Internet des objets ou des campagnes marketing personnalisées. Ils peuvent désormais être conçus et adaptés pour susciter l'intérêt, l'intrigue et l'émerveillement, soutenant ainsi des expériences d'achat originales. Pour les experts du VML, les QR codes peuvent devenir plus fortement encore une pièce maîtresse de l'expérience omnicanale. Alors que 60% des consommateurs cherchent à être divertis, selon les experts du rapport, la qualité du contenu est un différenciateur clé qui influencent leurs décisions d'achat. Chaque site web, chaque application, chaque annonce sur les marketplaces, chaque compte de réseaux sociaux a ainsi besoin de son propre contenu. Le rapport montre que l'IA générative peut faire la différence car les marques cherchent à réduire les délais de production de contenu différenciés sur différents canaux. Gemma Spence, Chief Digital Commerce Officer chez VML, affirme: notre solution Brand Guardian utilise l'IA en traitement du langage naturel et en vision par ordinateur pour surveiller la production de contenu à grande échelle selon des règles flexibles prédéfinies qui reflètent une identité de marque unique. Elle propose également des corrections pour les erreurs de contenu. Cette dernière appelle d'ailleurs cela une approche curative qui vise à guérir les anomalies dans le contexte de la création de contenu numérique à grande échelle. La digitalisation croissante du monde du luxe. Le rapport met en avant le web platine qui est défini par un univers en ligne parallèle sur invitation seulement, protégé par mot de passe, couvrant tous les points de contact en ligne où seuls certains consommateurs seront invités à participer. La différenciation ne se fera pas via l'expérience utilisateur, mais par le droit d'entrée. Avec des montants de panier moyen de plus en plus importants en ligne, savoir générer des expériences omnicanales totalement exclusives sera la clé pour maintenir les marques de luxe au sommet. Avec l'IA générative, une nouvelle génération de search débarque dans l'e-commerce, à lire sur le JDN en date du 17 mai. Les e-commerçants intègrent la recherche en langage naturel ou conversationnel à leur moteur de recherche, mais sont toujours en quête d'un modèle abouti. Alors que ChatGPT a démontré les capacités de l'IA générative en termes de recherche et que Google a généralisé les aperçus IA aux États-Unis, les e-commerçants veulent aussi mettre à niveau leur moteur de recherche avec l'espoir de vendre mieux. Les premières initiatives d'IA générative autour du search en e-commerce consistaient principalement à retravailler les fiches produites pour qu'elles répondent au mieux à la technologie du moteur de recherche. Cdiscount a par exemple soumis 35 millions de fiches produits à l'IA générative en février 2024 et sur ce total, 14 millions ont été effectivement recatégorisés
Tous les acteurs du retail travaillent sur l'enrichissement des fiches produits pour qu'elles soient facilement retrouvables à travers leur moteur de recherche traditionnel, confirme Geoffroy Petit, consultant data et IA chez Bearing Point. Mais aujourd'hui, les e-commerçants et les fournisseurs de solutions vont plus loin en intégrant l'IA générative directement au cœur de la technologie de leur moteur de recherche. Objectif à terme, permettre la recherche conversationnelle. Concrètement, cela signifie que le client peut faire une recherche en langage naturel, que le moteur la comprend et qu'il fait une proposition avec laquelle le consommateur peut interagir si besoin. Les prestataires mènent la danse. Les fournisseurs de solutions e-commerce comme Shopify, Google ou encore Algolia ont déjà intégré une couche d'IA générative à leur techno de recherche. Google Cloud a dévoilé en début d'année sa nouvelle fonctionnalité Vertex IA Search pour les e-commerçants. Même timing fin janvier chez Shopify avec sa solution Semantic Search. Des évolutions enrichissent la recherche traditionnelle par mots-clés avec une IA qui réalise automatiquement des liens sémantiques. Elle utilise les données texte et images des produits pour mieux comprendre s'ils sont pertinents par rapport aux critères de recherche d'un client, explique Lara Rosquette, DG France de Shopify. Par exemple, si un client recherche des chaussures pour une soirée de Noël, la recherche sémantique peut associer les critères de recherche aux couleurs vertes ou rouges de Noël et à des escarpins pour des chaussures de fête. Encore très récente, la fonctionnalité est seulement disponible pour les marchands Shopify Plus et Enterprise, pour les boutiques en anglais et avec moins de 200 000 références. C'est une sorte de version bêta. L'objectif est qu'il y ait un déploiement plus large, notamment pour les boutiques en français, détaille Lara Rosquette. Chez Google Cloud, la fonctionnalité est similaire avec en plus la possibilité d'effectuer des recherches avec des images. Aujourd'hui, ces technologies intègrent la recherche en langage naturel mais ne permettent pas encore aux consommateurs d'interagir avec les résultats de recherche. Des solutions dont peuvent bénéficier les clients et ses prestataires comme Victoria's Secret ou Puma. L'avantage des solutions tierces est que leurs technologies ont également appris d'autres marques, soulève Marion Scala, consultante chez Micropole. Pour Geoffroy Petit, il y a une rupture entre les capacités des éditeurs à investir massivement en R&D et les retailers. C'est eux qui construisent le standard de demain, affirme-t-il. Le chatbot, laboratoire de la recherche conversationnelle. Si une partie des acteurs ont fait le choix de développer leur e-commerce avec des prestataires, d'autres ont construit leurs outils de recherche en interne. Les entreprises qui ont une dimension tech importante ont eu tendance à développer leur moteur de recherche, précise Geoffroy Petit. Ces acteurs comme Walmart, Cdiscount, Zalando ou encore Rakuten doivent donc être capables de suivre les standards dictés par les fournisseurs de solutions. Nous suivons effectivement ce que font les Google, Microsoft et autres leaders de la tech sur ces sujets-là, parce qu'en effet, c'est eux aussi qui vont tirer l'expérience client, confirme Alric Dagrin, chef de projet produit chez Cdiscount. À l'occasion du CES, Walmart a présenté sa technologie de recherche basée sur l'IA générative qui permet des requêtes telles que nourriture pour une soirée match entre amis, accessible directement depuis la barre de recherche. La fonctionnalité semble plaire. Dans les recherches tendances apparaissent Food for $3 et Great Value Napkins. L'autre géant américain, Amazon, a annoncé la sortie de la version bêta de Rufus en février dernier. L'e-commerçant a fait le choix de faire évoluer sa technologie de search via un assistant virtuel capable d'effectuer des recherches en plus de répondre à des questions produits. Il y a deux approches. Soit on crée un nouvel objet et on essaye d'y intégrer le parcours progressivement, le chatbot, soit on part du parcours et on y intègre de l'IA générative, le moteur de recherche, résume Geoffroy Petit. Tout comme Amazon, les e-commerçants français ont choisi
la première option. Carrefour a été pionnier dans l'Hexagone avec la sortie de Hopla en juin 2023. Nombreux sont les sites à avoir mis à disposition un chatbot, mais assez rares sont ceux qui permettent la recherche de produits. De son côté, Cdiscount travaille également pour faire évoluer son chatbot vers de la recherche. Nous travaillons avec eAdvice pour étendre le périmètre de ce chatbot en lui donnant la possibilité d'effectuer des recherches sur le site avec l'IA générative confiée à Alric Dagrin, avant éventuellement d'intégrer cette technologie dans la barre de recherche traditionnelle que tout le monde connaît. L'outil de recherche du site intègre déjà une couche d'IA générative avec l'association sémantique, mais Cdiscount veut aller plus loin en permettant la recherche conversationnelle avec ce chatbot. L'objectif est qu'il y ait 2 phases. Le client exprime un besoin, l'IA commence à y répondre en affichant quelques produits et petit à petit, par le biais d'échanges avec le client, elle affine les produits sélectionnés jusqu'au résultat souhaité, illustre le chef de projet chez Cdiscount. Cette nouvelle expérience devrait être en test avec le chatbot en interne avant l'été. Selon nos informations, Zalando et Rakuten étudient également l'intégration de l'IA générative dans leur technologie de search. Proposer un moteur de recherche hybride. La barre de recherche est un élément central du parcours d'achat. Pour Cdiscount, elle représente environ la moitié des ventes. Hors de question donc de mettre en péril cette expérience avec une technologie non aboutie. C'est pourquoi, beaucoup utilisent le chatbot en guise de test, même si l'assistant virtuel est une rupture totale en termes d'usage pour Geoffroy Petit. En effet, certaines expériences peuvent être assez décevantes. Le JDN a testé ce 17 mai Hopla pour un déjeuner healthy pour 8 personnes. Le chatbot nous a proposé en réponse une salade quinoa avec des légumes dont les ingrédients n'étaient pas disponibles au moment de l'ajout au panier. Pouvoir interagir avec les résultats est une complexité supérieure, rappelle le consultant Bearing Point. Cela implique de travailler sur le catalogue produit pour l'expérience utilisateur, sur l'intégration des parcours. Un avis que partage Alric Dagrin. Ce sont des projets qui prennent un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de sujets d'intégration et d'expérience client et de sujets juridiques sur l'utilisation de l'IA générative. Cdiscount travaille sur la recherche conversationnelle depuis avril 2023. Ces nouveaux moteurs de recherche nécessitent des infrastructures pour supporter une puissance de calcul bien plus importante que celle des moteurs classiques, soulève également Geoffroy Petit, d'autant plus que la question de la disponibilité des GPU se pose, ajoute-t-il. Parfois, il vaut mieux s'entourer de solutions tierces, expertes dans leurs spécificités, dans leur tech, et se dirige vers et se dire qu'on plug l'API et on teste, considère Marion Scala, consultante chez Micropole. Et si demain l'e-commerçant souhaite aller plus loin avec une solution sur mesure, elle peut la construire. Certaines sociétés qui avaient bâti leur moteur en interne pourraient même basculer vers des prestataires, selon le consultant Bearing Point. Avec des solutions âgées maximum de quelques mois, les retours d'expérience sont compliqués à obtenir. Pour Geoffroy Petit, il reste encore quelques paliers à passer pour être capable de mettre dans les mains d'un client une IA générative vraiment avancée qui va l'accompagner dans son expérience shopping. C'est pourquoi tous s'accordent à dire qu'il faut proposer une expérience hybride dans un premier temps. Le chatbot et le moteur de recherche sont très complémentaires, affirme Marion Scala. Les réflexes utilisateurs sont encore moteur de recherche égale mot-clé et chatbot égale une phrase. Avec des usages clients qui ne sont pas encore transformés, l'important est de proposer une expérience mixte avec un moteur de recherche traditionnel et une couche d'IA générative pour apporter l'aspect conversationnel aux clients qui le souhaitent. Détail Alric Dagrin pour l'instant. Franchise internationale e-commerce, la feuille de route de Bricorama, Bricomarché et Bricocash à lire sur republicretail.fr en date
du 20 mai. Bricorama, Bricocash et Bricomarché progressent dans un marché du bricolage en recul. Entre gains de part de marché, déploiement de la franchise et innovation, Laurent Pussat, président d'ITM Équipement de la Maison, les Mousquetaires, détaille sa stratégie pour relever les défis économiques dans un contexte compliqué. Comment se portent vos enseignes Bricorama, Bricocash et Bricomarché ? Nous avons généré un chiffre d'affaires de 3,4 milliards dans un marché du bricolage en recul de 1,5%. Nous étions à moins 0,10%. Nous avons gagné en part de marché dans un marché très en retrait, là où certains de nos concurrents sont à moins 6%. Au cumul, à fin avril, nous restons positifs grâce à notre proximité et notre croissance externe. En ce début d'année, nous reprenons des parts de marché. Les mousquetaires du bricolage sont au rendez-vous de nos objectifs. Nous sommes le 3e acteur dans le marché du bricolage, derrière ADO et Kingfisher, et le numéro 1 parmi les indépendants devant Monsieur Bricolage. Néanmoins, cette année 2024 reste très compliquée en raison de la hausse des taux d'intérêt dans l'immobilier et de la mise à l'arrêt du marché de la construction. Quelles sont vos dernières actualités ? Nous allons déployer la franchise, un nouvel axe, pas totalement inconnu pour les mousquetaires, puisque nous disposons déjà de 34 franchisés depuis le rachat de l'enseigne Bricorama en 2018. Ce sont, comme nous, des chefs d'entreprise, mais qui ne souhaitent pas être associés à toutes les décisions. Pour autant, ils veulent bénéficier de la puissance de notre groupement et de la performance de nos enseignes. Depuis quelques années, nous avons également pris l'habitude chez les mousquetaires d'accepter que certains adhérents puissent avoir des activités secondaires par rapport à la proposition de leur chiffre d'affaires avec des magasins, Fnac, But. Nous déploierons la franchise sur nos 3 enseignes en France et dans les territoires ultramarins. La structure est en place avec un directeur de la franchise, Jean-François Martinez. Le droit d'entrée est de 10 000 € avec une redevance de 3% du chiffre d'affaires hors taxe. Notre objectif est de compter une centaine de magasins supplémentaires en franchise sur nos 3 enseignes à horizon 5 ans. Nous recensons aujourd'hui 657 magasins à date en France. Notre ambition est d'atteindre les 800 en 2025. Nous voulons disposer déjà de 15 magasins franchisés. Quelles sont leurs spécificités ? Bricocash est un format de dépôt discount. Son créneau est d'avoir du stock et des prix avec 12 500 références. Nous recensons 50 magasins avec un objectif de 100 grâce à la franchise. Bricomarché avec 473 magasins est une enseigne leader en proximité dans les périphéries d'agglomération ou en milieu rural. Les magasins recensent 35 000 références. Bricorama, 122 magasins et 65 000 références, cible 2 segments, être proche des grandes agglomérations et les cœurs de ville. Nous avons aussi des grands formats que vous trouvez par exemple dans les grandes villes, Châtillon, Viry-Châtillon, Boulogne, Rambouillet, etc., proches des grandes agglomérations. Ces 3 enseignes permettent d'adresser l'ensemble des besoins et attentes des consommateurs. L'un des grands axes de mon mandat a été notre positionnement prix pour Bricorama et Bricocash. Aujourd'hui, nos enseignes sont revenues à un point de l'enseigne leader, Leroy Merlin, en placement prix sur au moins 50% de notre chiffre d'affaires. Concernant les zones géographiques de ces points de vente, est-ce qu'il y a des zones blanches ou un maillage du territoire plus faible ? Depuis le rachat de Tridome en fin 2023, nous sommes présents dans 100% des départements français. Il nous manquait la Lozère. Aujourd'hui, nous y avons un seul magasin, mais il est possible d'en ouvrir 2 ou 3 autres. Nous voulons également mailler certains territoires où nos concurrents sont plus présents. Nous ne souhaitons pas en dire plus pour le moment.
Pourquoi les magasins Tridome n'ont pas été rattachés à l'une de vos enseignes? Le rachat a été effectif le 30 septembre 2023. Tous les magasins ont été affectés aux adhérents qui avaient manifesté leur volonté de les récupérer. Nous avons choisi de ne pas faire un bing-bang. Ce rachat s'est fait assez vite et nous n'avons pas voulu créer de tension inutilement et de précipitation. L'enseigne Tridome fonctionne et elle est performante. Tridome réalisait 150 millions d'euros de chiffre d'affaires et 0,6 points de part de marché quand nous les avons rachetés. Ils sont essentiellement dans le sud de la France. Ces 13 magasins recensent 600 collaboratrices et collaborateurs avec une surface totale de 64 000 mètres carrés. Nous n'étions pas à 2 années près pour les basculer en Bricorama ou Bricomarché, suivant les cas. Les changements d'enseigne s'opéreront en 2025-2026. Notre priorité a été de ne pas les vider en voulant mettre directement nos produits. Quand j'ai négocié avec Jean-Claude Albert, président de l'enseigne Tridome avant le rachat, je lui ai dit de ne pas arrêter de commander. Je ne voulais pas que les magasins soient vides. Cette stratégie peut surprendre car elle est différente de celle choisie dans l'alimentaire avec les anciens magasins Casino ou pour les Carrefour en Belgique. Mon objectif était que ces magasins gardent leur savoir-faire et que nous puissions en profiter pour les appréhender. Par exemple, un savoir-faire peu présent dans nos enseignes est la présence de commerciaux qui sillonnent les routes pour vendre à des collectivités, des entreprises. Chez nous, il n'y avait qu'un seul magasin du groupe en France qui le faisait, donc on va apprendre et commencer à le dupliquer dans certains grands Bricorama intéressés. Comment se portent vos marchés étrangers? Nous sommes présents en Pologne et au Portugal où nous disposons que de l'enseigne Bricomarché. Pour le moment, les 2 autres formats ne sont pas sollicités. Sur le marché polonais, nous avons un fort déploiement avec 225 magasins. Nous sommes également le 3e acteur ex aequo du marché. L'objectif que nous nous fixons en Pologne est d'être le numéro 3 indiscutable du marché et le leader des indépendants. Au Portugal, nous comptons 58 bricomarchés, mais le déploiement est plus compliqué en raison des difficultés à trouver de nouvelles surfaces avec une réglementation forte comme en France et un pouvoir d'achat en berne. Nous avons 2 Bricorama en Géorgie que nous avons fermés l'année dernière, le franchisé ayant souhaité arrêter ses activités de bricolage. Qu'en est-il des ventes en ligne ? Nos ventes en ligne ne sont pas suffisantes. Nous sommes à 12% en prenant l'ensemble des activités de nos enseignes bricolage en ligne. Nous sommes le 4e site avec Bricomarché le plus visité en bricolage, après ceux de Leroy Merlin, Mano Mano et Brico Dépôt. Mon ambition initiale serait d'être au même niveau que notre part de marché, soit au moins 15% de notre chiffre sur l'e-commerce. L'omnicanalité fait aussi sens dans notre secteur. Par exemple, aujourd'hui, un client peut utiliser la cagnotte de sa carte de fidélité dans n'importe quel magasin ou en ligne. Nos histoires de magasins indépendants ne concernent pas nos clients et ne doivent pas les pénaliser. Vous avez annoncé la fermeture cet été du site Brico Privé que vous aviez racheté en 2020. La plateforme affichait en 2022 un volume de vente de 100 millions d'euros. Que s'est-il passé ? Il y a quelques années, les grands acteurs de bricolage se sont mis à l'e-commerce pour contrer les pure players, y compris les mousquetaires avec Brico Privé. Néanmoins, le site n'a pas arrêté de décliner depuis le rachat, comme cela a été le cas pour les acteurs en ligne du marché. Les clients ont opté pour les enseignes omnicanal. La réassurance de la marque est un point essentiel dans le bricolage, avec des produits techniques où il peut y avoir des problèmes de qualité. Il est toujours plus facile d'avoir un contact dans un magasin que sur le site. La décision de fermer le site a été inéluctable. En revanche, elle a été difficile à prendre parce que vous avez bien évidemment des enjeux humains avec la suppression de 174 postes. Nous avons déclenché un plan de sauvegarde d'emploi, PSE,
Nous avons connu des moments de tension qui se sont par la suite apaisés. Nous sommes arrivés à un accord financier plus raisonnable. Notre priorité est de permettre aux salariés de retrouver le plus vite possible une activité via le reclassement et la formation. Nous avons effectué notre dernière réunion de PSE la semaine dernière et attendons l'homologation définitive de notre PSE par l'inspection du travail. Sur Bricorama, vous avez lancé Paint, un assistant d'achat alimenté par l'IA, avec pour objectif d'accompagner les clients dans leurs travaux de peinture. Quels sont les premiers enseignements ? Nous sommes toujours en phase d'apprentissage avec un peu de conversion et la prise en compte aussi d'axes d'amélioration. Certaines suggestions n'étaient pas réalistes en peinture, il a fallu cadrer l'outil et lui fixer certaines barrières. Aujourd'hui, certains de nos vendeurs chez Bricorama s'appuient sur Paint en magasin pour aider le client à faire son choix en se projetant dans une pièce et créer un lien avec notre clientèle. Les équipes doivent apprendre à travailler avec l'IA. Nous avons été les premiers à avoir lancé l'IA générative. Nous repassons en avance de phase en étant proactifs. Et nous allons certainement déployer l'outil sur les autres sites et d'autres catégories comme la motoculture. Nous avons d'autres projets d'intelligence artificielle pour améliorer notre excellence opérationnelle, gagner du temps, réduire nos coûts et avoir la meilleure efficience possible. Bricomarché teste l'achat et la vente d'outils d'occasion dans une dizaine de magasins. Quel retour en faites-vous ? Cette initiative marche très bien. Le sujet n'est pas le client ou les magasins, mais les filières qui ne sont pas assez structurées pour nos 657 magasins. Nous n'arrivons pas à trouver suffisamment de produits car vous ne pouvez pas juste reprendre des produits à des clients. La filière a besoin de s'industrialiser pour que nous puissions déployer le service au fur et à mesure dans nos points de vente. Dans notre secteur, les consommateurs n'ont pas encore le réflexe d'apporter leur vieille perceuse, par exemple, lors de l'achat d'une nouvelle, pour qu'elle soit recyclée et revalorisée. Nous le faisons pourtant depuis 15 ans, mais cela fonctionne très peu. Le sourcing est en train de se résoudre petit à petit, puisque les 3 leaders du marché s'y mettent. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.